Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h49, juste après 9h, Eric Revel sera avec nous pour Revel en campagne. On reviendra sur l'essence, Patrick. Oui, sur l'essence. Et d'ailleurs, ce sera aussi notre sujet tout à l'heure à 9h30, hein, l'énergie en général, avec Loïc Le Floch-Prigent, qui était déjà intervenu en fait chez nous, l'ancien patron de Elf, qui travaille auprès de beaucoup d'entreprises, parce que il y a énormément de conséquences entre, bien sûr, l'essence, mais même l'ensemble du secteur énergétique. Et il y a un renchérissement en fait assez considérable de beaucoup de matières premières dans tous les secteurs. C'est ce que l'on verra. Juste avant les grands débats, avec Thierry Guerrier et Christine Bouillot, et vous appelle 0826 300 300. On va rendre un hommage ce matin. Oui, je voudrais qu'on rende un hommage à une personnalité du monde de l'entreprise. C'est Laurent Vimont, ancien patron de Century 21, décédé brutalement vendredi, à l'âge de 61 ans. Alors pourquoi cet hommage ? Parce qu'il apportait souvent dans les médias son analyse sur le marché de l'immobilier, qu'il intervenait très régulièrement pour soutenir beaucoup d'initiatives, de bonnes actions. Cécile, vous l'avez connu en fait pour ça aussi. Et il était un exemple de l'ascenseur social. Il préférait d'ailleurs utiliser le terme d'escalier social, car comme il l'avait confié à Judith Belair dans cet excellent Un jour un métier sur Sud Radio, il était parti vraiment de rien pour gravir tous les échelons. Il avait dit d'ailleurs avec modestie et un peu d'humour. Écoutez. Je suis effectivement un peu à part. Je suis bac-2. J'ai arrêté l'école en seconde et j'ai fait pas mal de métiers, bac-2, oui. Et un papa qui était un peu exigeant, il m'a mis tout de suite, mais à l'époque le plein emploi était en France, donc tout de suite en recherche d'emploi, et j'ai commencé ma vie professionnelle comme manutentionnaire, et j'ai commencé par mettre des bouteilles d'eau en rayon. Ah d'accord. Et puis après j'ai été maître nageur sauveteur pendant 3 ans, l'armée est passée par là, et puis je me suis dit que le magnifique corps que j'avais à l'époque n'allait pas être durable, et qu'il fallait changer de voie, qu'en tout cas le petit maillot que je portais serait pas adapté, et j'ai eu le nez assez creux à l'époque, et donc je me suis mis en quête d'un métier nouveau, et un jour je tombais sur une annonce qui était recherchons conseiller immobilier, et ce autre conseiller m'a accroché l'œil et l'oreille, et j'ai rencontré Michel Trollet, qui est celui qui 3 ans plus tard lançait l'aventure Century 21 en France. Voilà, une histoire d'opportunité et de chance. Donc finalement c'est pas un chemin prédéfini, c'est que vous vous êtes laissé faire par la route qui se dessinait devant vous à chaque fois finalement, Laurent Vimont. Je me suis pas laissé faire. À chaque fois que ça allait bien, je me suis remis en cause. À chaque fois que ça allait bien et que c'était confortable, je me demandais si c'était durable et s'il fallait pas changer pendant que c'était facile. Dans la vie, le plus dur, c'est de changer quand c'est difficile. Et moi, j'ai choisi à chaque fois de pas me laisser endormir. Quand j'étais maître nageur, j'aimais bien ma vie. Ça aurait pu durer 10 ans. Et d'ailleurs, mes petits camarades y ont passé leur vie. Et je me suis dit, profite de la situation favorable pour te remettre en cause et changer quand c'est possible. Voilà, sa réussite, il la mettait bien sûr au service des rêves des autres, que ce soit des sportifs, des associations, en tout cas, ou dans des grandes causes tout au long de sa vie. On embrasse bien sa famille ce matin. Complètement. Et tous ses collègues, tous les gens qui l'ont connu, bien sûr. Et vous pourrez réécouter d'ailleurs et revoir une des émissions avec Judith Belair, où il échangeait avec un sportif, avec Mormec. Et c'était comme le sport. Il dit en fait dans la vie, il faut remonter en fait. Oui, notamment, mais bien sûr. Donc vous pouvez réécouter parce que il parle justement de son parcours, et c'est là où il parle du fameux escalier social. Restez avec nous, en tout cas ce matin, les grands débats avec Thierry Guerrier et Christine Bouillot. Oui, et vous au 0826 300 300. Alors, il y a du soulagement avec la fin du pass vaccinal et du masque. Pointe d'angoisse chez certains parce qu'il y a un rebond de l'épidémie. Bon, quand même, on peut être heureux d'en arriver là, quand même, Thierry Guerrier, non ? Je laisserai à Christine et à son fils le plaisir de vous parler du bonheur que nous avons, y compris à l'antenne ici, de ne pas mettre le masque. Et je comprends que tout le monde... alors, je veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai que tout de même, ce qui est formidable, ou en tout cas ce qui est favorable, c'est qu'on est passé en février d'à peu près 3000 hospitalisations par jour, aujourd'hui à 1000. Donc on a divisé par 3, ce qui est déjà formidable. De la même façon que ceux qui sont en situation de soins critiques, de la même façon, le chiffre est tombé très bas, et c'est tant mieux pour d'abord pour les personnes elles-mêmes, les victimes, mais pour les soignants aussi. Cela dit, la Grande-Bretagne, par exemple, est en train de le vivre, où ils ont
desserrer les taux permis beaucoup plus tôt. Voilà, et bien aujourd'hui, le virus regagne du terrain en Grande-Bretagne de façon assez considérable, et c'est le cas aussi c'est un petit rebond chez nous, mais il est là, et donc il faut en effet faire attention malgré tout, et notamment pour les immunodéprimés, les personnes qui ont des problèmes d'immunité. Alors ce sont les personnes âgées parfois, mais ce sont aussi tous ceux qui ont eu une greffe, par exemple, qui ont des médicaments pour faire baisser leur immunité. Donc il faut protéger ces gens-là de manière générale. Christine Bouillot. Oui, alors, on sait qu'il va y avoir un rebond, on le sait, puisque le retour de l'école, le retour en classe a montré dans les académies... Les retours de vacances. Les retours de vacances, ces dernières semaines. Parce que les enfants sont porteurs. Exactement, donc le fait d'enlever dans toutes les classes aujourd'hui, dans tous les établissements scolaires, le masque, pour une bonne fois, en sachant que c'est libre, on peut le garder, ceux qui le souhaitent. Bien sûr. Voilà, ce n'est plus une obligation dans l'autre sens. Mais simplement, on sait qu'il va y avoir un rebond, donc de quelle nature sera-t-il ? Est-ce que ça va obliger finalement une espèce d'ajustement dans les mesures ? Je crois que non, parce qu'on est vraiment sur une phase aujourd'hui où on va libérer un peu les Français, mais c'est une phase importante. Moi, alors Thierry parlait de mon fils, mais je pense effectivement... Beaucoup d'enfants. Depuis le 14 mars 2020, quasiment, ils ont des masques ou des restrictions, ils ont dans une situation absolument ubuesque qu'ils n'auront jamais connue. On salue quand même le courage au passage des enfants. Quand même. C'est vrai, face à ça. Une forme de discipline. Une forme de discipline, des jeunes, des ados, qui n'ont pas pu sortir, qui ne peuvent pas... Alors que quand on a entre 13 et 25 ans, on a envie de bouger, d'avoir de l'interaction, de l'échange énormément. Et pour eux, c'est quand même assez difficile, même si ça s'est beaucoup amélioré. Je voudrais qu'on entende Corinne. Et les masques au travail, fini. Et les masques au travail. Alors c'est terminé. En fonction des endroits aussi, bien sûr. Corinne est avec nous de Chamonix. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne, bienvenue. Bonjour Sud Radio et à tous les auditeurs. Ouais. Voilà. Bon moi écoutez, je suis très contente que tout ça se lève. Bon, c'est sûrement électoral, mais on va pas vivre avec des masques et tout. Si c'était vraiment, parce que si on a fait autant pour le cancer et les gamins qui crèvent de faim, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de moyens. Si vraiment c'est un truc qui est vraiment catastrophique, parce que maintenant les Français ils doivent être habitués, parce que je pense qu'on est un peuple de pleutres. Quand on voit les Ukrainiens, on est pleutres. Si vraiment c'était important, est-ce que vous ne croyez pas depuis 2 ans on aurait restructuré l'hôpital, même à mettre 4 000 € pour les infirmières? Le pognon qu'on est en train de dépenser, on n'arrive pas à restructurer. Mais ça, c'est pour faire vivre dans la peur. Macron va nous faire vivre dans la peur. Et comme on est devenus des pleutres, et donc tout le monde... Alors, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, Corinne, parce que c'est un peu dans le monde entier aussi, quand même. Oui, non, mais je veux dire que, est-ce que quand on vous demande de payer vos impôts, vous payez vos impôts. Oui. Et quand on vous donne des consignes, vous êtes responsable. Donc il y aura toujours 10% de la population, comme dans toute situation, qui ne respectera pas les choses. Oui. Mais après, il faut que les gens s'assument. Parce que maman, je vais vous dire une chose. Oui. Erdogan, il a une bonne armée. Si demain, pendant 8 jours, il nous fait la guerre, dans 8 jours, on a un passeport turc, puisque tout le monde a peur de tout maintenant. On a peur du missile de Poutine, on a peur de tout. Mais c'est quoi ce pays? Non, maintenant, il faut que les gens... Vous savez, moi, j'ai plus peur. Moi, je sors d'un burn-out. J'ai plus peur du management dans les entreprises et de le nouveau monde qui est inhumain que du Covid. Voilà. Merci, Corinne. C'est sorti du fond du cœur. Et si, comme Corinne, vous voulez réagir sur Sud Radio, 0826 300 300, vous avez la parole. On en reparle ensemble, d'ailleurs, dans un quart d'heure. Autour de la fin du pass vaccinal, la fin du masque, autour aussi des carburants avec cette remise. Ça intervient quand? Le 1er avril. Tiens donc. Allez, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Dans un instant, Eric Revel, et puis à 9h30, Loïc Le Floch-Prigent. On reviendra sur peut-on reprendre le contrôle de notre énergie. Vous voulez d'ores et déjà vous inscrire 0826 300 300 pour donner votre avis. Et bien entendu, les débats continuent ce matin avec Thierry Garrier et Christine Bouillot. Oui, et vous, au 0826 300 300, on le dit et on le répète à chaque fois, ma chère Cécile, avec plaisir, oui. Ça rentre. Allez, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Avec Eric Revel ce matin. Bonjour, bienvenue Eric. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors vous revenez sur l'annonce de Jean Castex, le Premier ministre, une baisse de 15 centimes au 1er avril sur les carburants, sur les prix. Bonne nouvelle ou pas pour le pouvoir d'achat des Français?
Bon, moins 15 centimes, c'est toujours bon à prendre, Patrick, évidemment. Il faut contrecarrer l'envolée actuelle du prix de l'essence et du gasoil, qui est dû notamment, mais pas que, à la guerre en Ukraine. Donc les plus joyeux, parce que donc le 1er avril, je vous ai vu tout à l'heure tiquer un peu sur cette date. Bon, ouais. Les plus joyeux auront vu une sorte de poisson d'avril avant la lettre, et puis les plus politiques qui auront vu une mesure électoraliste, faut le dire, parce que le 1er avril, ce sera juste 9 jours avant le premier tour d'élection présidentielle prévu le 10, mais la question, vous l'avez posée, 15 centimes, c'est toujours bon à prendre pour le pouvoir d'achat des Français. Pouvoir d'achat, je le rappelle à chaque fois, qui est la première priorité des Français dans cette élection présidentielle. Oui, alors cette ristourne, ce nouveau chèque, va-t-il coûter aux caisses de l'État ? Ah oui, ça va coûter beaucoup d'argent. Alors en réalité, cette baisse de 15 centimes, c'est une baisse temporaire des taxes. Des taxes qui représentent outrageusement en France, et presque un record, 60% du prix de l'essence, du prix du litre d'essence dans notre pays. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, plus le niveau de l'essence et du gasoil est haut, plus évidemment les recettes de l'État sont importantes, et grâce au porte-monnaie de l'automobiliste. Alors cette baisse temporaire de 15 centimes annoncée par Jean Castex, attention, durera seulement 4 mois. Alors j'ai fait un petit calcul, sachant qu'une 15 centimes de baisse coûte 500 millions d'euros à l'État par an, en base annuelle, c'est-à-dire sur 12 mois, 15 centimes sur 4 mois, ça représente 2,5 milliards d'euros. Un gros chèque de plus de la part d'Emmanuel Macron, toujours évidemment en tête largement des sondages. Oui, alors il y a un patron de grande surface qui avait prédit une baisse de 35 centimes dès aujourd'hui, dès ce matin. Comment devront évoluer les prix de l'essence dans les jours qui viennent ? Alors sans doute à la baisse. Ça vous parlez de Michel-Édouard Leclerc, absolument. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pourquoi le prix de l'essence va sans doute baisser et commence à baisser en ce moment, en ce début de semaine. D'abord, le prix du baril de pétrole, comme disent les experts, est très volatile. Il a touché un record la semaine dernière à $130 le baril, puis s'est replié en fin de semaine à $110. Si le prix du baril baisse, le prix de l'essence baisse aussi. Deuxième raison, l'euro. L'euro, la monnaie commune européenne, a repris de la valeur face au dollar. Or, vous le savez, le baril est libellé en dollars. Si l'euro grimpe face à la devise américaine, alors le prix du baril en euros baisse et donc le prix de l'essence aussi baisse à la pompe. Troisième raison enfin, pour expliquer cette baisse amorcée du prix des carburants, l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole qui s'est réunie, a sans doute augmenté sa production, on ne sait pas trop encore de combien. Une offre supérieure de pétrole fait baisser également évidemment le prix du baril, donc le prix de l'essence. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc, parce que vous parlez de lui, a pronostiqué une baisse dès aujourd'hui de 35 centimes du prix de l'essence. Il n'est pas Madame Soleil, il ne lit pas dans une boule de cristal, le patron du groupe Leclerc, mais il a pris en compte les 3 raisons que je viens d'essayer rapidement de vous expliquer. Oui, c'est vrai. Et moi, je l'ai vu, dès ce matin, il y a des endroits où ça a un petit peu, et même sérieusement baissé ou c'est repassé sous les 2 euros. Mais Jean Castex ne peut pas prévoir non plus le niveau du baril au 1er avril prochain tout de même. Non, c'est pour ça que ceux qui croient pas au poisson d'avril ou qui se demandent si c'est pas une mesure électoraliste, vous avez une certaine manière tranché, Patrick, parce que Jean Castex n'est pas non plus Madame Soleil. Il ne sait pas quel sera le niveau du cours du baril au 1er avril. C'est donc de toute évidence moins 15 centimes, une annonce de com qui fera évidemment du bien au pouvoir d'achat des Français, mais aussi, s'il en avait besoin, au sondage d'Emmanuel Macron. Alors on peut commenter, vous pouvez appeler au 0826 300 300 sur cette baisse au 1er avril, comme vous venez de le décrire, Éric Revel, Thierry Guerrier, Christine Bouillot également avec nous parmi les éditorialistes de ce matin. Ça ressemble quand même, Thierry, Christine, quelque part aussi, pour ce que disent beaucoup d'auditeurs, à une forme de cadeau juste à 10 jours des élections. C'est inévitable qu'on dise ça. Oui. Compte tenu du calendrier, on dirait, il ne se passerait rien, on dirait la même chose. C'est-à-dire, la même chose. C'est pas une défense de la décision. Mais je pense que de toute façon, est-ce qu'on pouvait rester inactif ? C'est toujours bon à prendre, comme dit Éric Revel. Une chose est certaine, c'est quand vous allez à la pompe, les gens font 20 € d'essence et ils roulent avec et ils voient jusqu'où ils vont. On sent très bien que cette question-là devient particulièrement prégnante et plombe le moral aussi. Donc c'est
C'est vrai que cette mesure tombe quand même, on peut quand même le reconnaître, à un mois de la présidentielle comme un cadeau électoral. C'est une certitude. Mais dans l'autre sens, je pense que pour les opposants d'Emmanuel Macron, s'il n'y avait pas eu d'annonce, quelle qu'elle soit, baisse des taxes, ce que vous voulez, on aurait dit qu'il était impuissant. Donc de toute façon, il était quelque part dans un piège. Et les électeurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient dupes non plus sur cette question-là, sur cette petite ristourne qui ne va pas changer, mais qui va faire du bien à certains portefeuilles. D'après ce que j'ai compris aussi, il va y avoir des annonces qui vont être faites pour les professionnels, les gros rouleurs, les agriculteurs, eux sont les transporteurs. Visiblement, ils prépareraient un autre volet d'annonces qui seront électorales aussi. Beaucoup de petites entreprises qui, parfois, dans le bâtiment et dans un tas d'autres secteurs, effectivement, ça a augmenté considérablement le prix de le prix de revient des services qu'ils proposent, quoi. Mais l'énergie, c'est le transport, et le transport, c'est la vie. Le transport, c'est la réalité de la vie économique. C'est-à-dire que vous transportez vos outils, vous transportez ce que vous allez livrer, vous transportez vous-même pour aller sur le lieu du chantier ou chez la personne que vous allez soigner. Donc c'est une réalité, sans parler évidemment des agriculteurs qui sont très dépendants, qui ont besoin d'énergie pour faire fonctionner leurs machines, comme celles qui sont à l'intérieur de leur bâtiment pour les animaux. Toute la production laitière est liée à cet aspect. Il n'y a pas que l'électricité qui, malheureusement, pour eux, parfois c'est le gaz qui fait fonctionner certains de ces objets. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est que c'est d'abord un problème pour ceux qui en ont besoin pour travailler, pour vivre au quotidien sans avouer ou rejoindre quelqu'un de malade. C'est pas forcément un élément de loisir. Deuxième idée, ça va nous amener à terme, évidemment, à accélérer la façon dont nous allons modifier nos outils de mobilité. L'électricité, mais aussi le bioéthanol et ces carburants parallèles, je dirais, aux carburants fossiles classiques. Maintenant, je voudrais vous rappeler quand même que, bien sûr, il y a une dimension, évidemment, évidemment, ça tombe bien. Le calendrier fait que c'est une manne qui arrive là, en effet, à 9 jours du premier tour, ce qui arrivera, sauf que Eric vient de vous le dire, d'abord c'est avec notre argent, parce que c'est collectif, et à cet égard on peut s'interroger peut-être tout de même sur la façon dont les pétroliers, l'industrie de l'énergie pourrait, elle, pour le coup, rogner une partie de sa marge. C'est une question qui est posée par beaucoup de politiques. Ça peut avoir du sens dans un contexte qui est un contexte hors norme, extraordinaire en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, cette question, pour l'instant, ils n'y répondent pas, ou plutôt le gouvernement. Donc, c'est sur notre argent, puisque c'est l'argent public. 2, c'est considérable ce que ça va coûter. Éric Revel vient de le souligner, à juste titre. Attendez, c'est pas ce que ça va coûter, c'est ce que ça ne va pas rapporter. Parce que, mais Alain Bazot le disait très clairement, en fait, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec toutes les augmentations, en fait, depuis un bout de temps, toutes les taxes, mais je termine. Eh bien, toutes ces augmentations, c'était en fait l'État qui s'en mettait un petit peu plus plein les poches. Pardon, et d'ailleurs, il n'y a pas de chiffre annoncé. C'est ce que dénonce, en fait, Alain Bazot de l'UFC Que Choisir, c'est qu'il n'y a pas eu de chiffre de proposé. Donc, du coup, ce n'est pas ce que ça va coûter à l'État. Ce n'est pas le terme, en fait, adéquat. C'est ce que ça ne va pas rapporter à l'État. Je souscris au calcul d'Éric Revel, et ce manque à gagner, n'oublions pas que c'est un manque à gagner pour les caisses du Trésor public. Le Trésor public, c'est tout de même aujourd'hui une dette. Les grands absents, c'est les pétroliers quand même dans l'histoire. Alors voilà. Alors ce ne sont pas que d'ailleurs que les pétroliers, c'est surtout l'ensemble du secteur et des intermédiaires aussi, quoi. Mais Eric, peut-être. Eric. Oui, pardonnez-moi, il faut quand même tordre le cou à des fausses idées qui sont souvent répandues dans les médias. En réalité, les grands groupes pétroliers, et par exemple on pense au premier d'entre eux en France, à Total, ne gagnent pas leur vie en distribuant du carburant. C'est faux. C'est vrai. Sur les milliards d'euros que fait Total comme bénéfice, je crois que ça rapporte 350 à 400 millions d'euros la distribution de l'essence en France. Donc il faut tordre le cou à l'idée que les pétroliers, c'est l'exploration. C'est l'exploration et la production. Et en partie le raffinage, mais le raffinage est quasiment arrêté en ce moment. Donc c'est l'exploration qui rapporte beaucoup. Vous investissez dans un pays, vous explorez, vous dégagez des marges colossales. Mais les
laisser dire que en fait les pétroliers gagneraient de l'argent, beaucoup d'argent sur la distribution du gasoil, c'est vraiment une erreur. Enfin, c'est une fausse piste économique. Celui qui gagne le plus d'argent en ce moment, je le disais tout à l'heure dans mon édito, quand les prix sont très élevés pour l'essence et le gasoil, c'est l'État, puisque vous avez 60% de taxes sur le prix d'un litre d'essence. Donc c'est l'État. Alors je comprends que politiquement on détourne le regard du côté des pétroliers, mais franchement c'est pas le sujet. Il y a même quand vous regardez le nombre, vous en parliez récemment Patrick, le nombre de stations. Oui. Il y a 15 ans dans ce pays et aujourd'hui, vous apercevez qu'on a perdu 20 à 30 000 stations pour distribuer. Parce qu'en réalité, même pour les indépendants, ce n'est pas rentable. Et parfois, Total, c'est presque un service public. Heureusement que Total distribue du carburant en France. Sinon, on aurait un petit souci. Thierry, vous voulez réagir? Non, je souscris à ce que dit Eric. La question, c'est que à un moment donné, cette mission qui était autrefois nationale, c'est-à-dire que il y avait une grande entreprise, Elf Total notamment, la question de faire figurer autour de la table les producteurs d'énergie, le grand producteur national qui a des actionnaires privés certes, mais qui est un d'enjeu d'intérêt national, n'est pas absolument incongru. Ouais. Allez, dans un instant, on va continuer de débattre. Si vous voulez réagir sur ce sujet, vous le pouvez encore. 0826 300 300. Et à propos justement de tout ce circuit et de l'énergie en règle générale, on va en parler longuement tout à l'heure dans un quart d'heure avec Loïc Le Floch-Prigent, Cécile, qui sera notre invité dans La Vérité en face. Et dans Delf, oui. Dans EDF, oui. C'est vrai qu'ils sont proches. Dans un instant, il y a l'élection présidentielle. Ça ne vous a pas échappé? C'est dans 28 jours. Ah oui, hein, ouais. Il y a l'abstention, il y a des sondages. J'aimerais bien vous entendre. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est la suite des grands débats ce matin avec Christine Bouillot, Éric Revel et Thierry Guerrier. Vos appels comme tous les jours au 0826 300 300. Oui, alors les grands débats. En politique, là, c'est un peu compliqué d'organiser en fait tout ça. Il va y avoir ce soir La France face à la guerre sur TF1 avec 8 candidats. Alors déjà, évidemment, il y en a 4 d'exclus. Poutou, Artaud, Dupont, Aignan et Lassalle. Jean Lassalle, d'ailleurs, qui sera notre invité demain matin du petit déjeuner présidentiel. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, sachant que ce ne sera pas une confrontation en tant que telle? Éric Revel, Thierry Guerrier. Éric, avec vous d'abord. À mon sens, pas grand-chose. D'abord, si j'ai bien compris, les critères d'exclusion des petits candidats, parce qu'il y a d'autres petits candidats qui auront voix au chapitre sur TF1 ce soir, c'est la représentation, le nombre d'élus, etc. Ce qui explique qu'Anne Hidalgo, pour le PS, aura voix au chapitre sur TF1, mais que Poutou ou Dupont-Aignan non, donc ils auront Jean Lassalle qui parfois est devant elle. Jean Lassalle, voilà. Donc il y aura une sorte de rattrapage, si j'ai bien compris, dans les journaux, dans les grandes éditions de TF1. Bon, c'est une façon d'essayer de sauver le débat, mais en fait, on sait bien que Emmanuel Macron ne veut pas de débat avant le second tour. Donc, ça va être une sorte de suite de déclarations par des journalistes, mais comme le faisait remarquer Alexis Corbière, pour une fois, je suis pas en désaccord avec lui, c'est que un journaliste, ça reste un journaliste. Oui. Il faudra voir d'ailleurs le différentiel de traitement entre l'interview du président de la République, chef de l'État, chef des armées, chef de tout, et puis les autres candidats. Mais surtout, un journaliste, c'est pas un homme politique. Donc, a priori, il n'a pas à prendre parti. Or, ce qu'on aime aussi, ce sont les débats. Et puis, j'ajoute, et puis j'en termine là, c'est que puisqu'il n'y a pas de débat et puisque la guerre en Ukraine écrase tout et que tout le monde se range derrière le panache blanc du chef de l'État, chef des armées, il n'y aura pas non plus de débat sur son bilan. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur le bilan d'Emmanuel Macron. Thierry Guerrier. Oui, la formule est exacte. Ce qu'on aime, ce sont les débats. Donc moi, je suis curieux de savoir quel sera, le score de cette émission ce soir sur TF1, l'audience. Oui, c'est en prime time, à 20h20. Et la tendance aussi, c'est-à-dire combien de temps ça va tenir, avec un public qui n'aura pas droit finalement, ni au débat de primaire qui avait eu lieu en 2015, 2016, 2017, ni derrière au débat qui
du premier tour, et du jeune émergent qui était nouveau un peu en politique politicienne, de combattant, et qui était sur le terrain électoral, qui était Emmanuel Macron à l'époque. Voilà. Et ça n'aura pas lieu, et donc cette frustration sera réelle, je pense. Ce soir, ça va être bizarre, ça va être une émission bizarre au fond. Oui. Bon, il va y avoir un petit peu de test. Je voudrais rappeler quand même aussi que, par ailleurs, Emmanuel Macron, tout de même, ne fait qu'agir comme ses prédécesseurs. Ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy, non, dans une situation, ni a fortiori François Mitterrand, dans une situation de premier tour pour souhaiter sa réélection, combattre pour sa réélection, n'ont accepté de débat de premier tour. Oui, c'est vrai. Bon, cela dit, au moins, on aura une idée peut-être des uns et des autres quand ils seront, y compris là Emmanuel Macron, cette fois-ci face à ses c'est ce que dit Éric Revel. Le vrai sujet, c'est de savoir de quelle façon Emmanuel Macron va être... oui, c'est ça. J'aime pas ce verbe parce qu'il n'est pas français, mais challenger, va être interrogé, défié par les journalistes qui seront en face de lui. Oui, alors est-ce qu'il y a un regret parce que les plus petits, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, candidats ne seront pas présents, Éric Revel? Ben oui, il y a quand même un souci. Je vous dis, les critères d'exclusion des candidats dits petits sont pas d'une clarté absolue, comme le rappelait Thierry. Jean Lassalle, pour l'instant, il est crédité plus d'intention de vote qu'Anne Hidalgo, et Jean Lassalle, que vous recevrez demain avec bonheur, lui, il est exclu de ce tour-là. Bon, après, je comprends le problème aussi de fond, parce qu'on va être honnête, c'est que si vous voulez faire un débat, et j'en parle en connaissance de cause dans une autre vie professionnelle, c'est que si vous voulez faire un débat avec 12 personnes, 12 candidats à l'élection présidentielle en même temps, c'est impossible. En termes de réalisation, de technique, de temps de parole, c'est juste pas possible. Donc, bon, de toute façon, c'était compliqué à organiser. Mais de là à imaginer que des candidats vont se succéder les uns derrière les autres, et puis qu'on dira à la fin circuler, il y a rien à voir. Et en fait, pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des candidats qui soient opposés, qui soient adversaires politiques. Bon, donc c'est pas un débat, donc c'est pas un dialogue. Je pense que les Français vont rester sur leur faim, et qu'ensuite, après l'élection présidentielle, il faudra voir dans quel état social, politique, de tension politique se trouve le pays, parce que vous savez, un débat, même s'il y a un débat du second tour, mais un débat large, ça permet quand même, comme la soupape de la cocotte minute, de faire échapper la vapeur. Là, on a l'impression que, au propre comme au figuré, la France a été mise sous cloche à cause de la Covid, sous cloche par absence de débat et de confrontation, notamment sur le bilan d'Emmanuel Macron, et ça, c'est jamais très sain et très bon. C'est tout à fait d'accord. Le vrai juge de paix, tout de même, ça restera le niveau de participation des électeurs à cette élection présidentielle. Pour la première fois de notre histoire récente, depuis le début de la Ve République en tout cas, alors que la participation à l'élection présidentielle est systématiquement considérable, cette fois-ci, il y a une énigme. On ne sait pas. Attendez, on ne sait pas. En même temps, ce n'est pas complètement terminé. Il reste 28 jours. Donc, c'est ce que je disais ce matin. Mais cela dit, si l'abstention est forte, vous savez que maintenant, les gens se décident dans la dernière ligne droite. Bien souvent dans les 15 derniers jours. Si l'abstention est forte, la légitimité de la personne qui sera élue ou réélue, voilà, si l'abstention est forte, ce sera faible. Forcément, il y aura un problème de légitimité. Attention, et Éric a raison, la suite, piège à con, c'est ce que disent certains. André Berkoff a rédigé ce petit livre là justement là-dessus sur l'abstention. Attention, c'est un danger. Il faut quand même aller voter pour ne pas se faire confisquer la démocratie en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a des pays où il n'y a pas de vote. Donc, mais on voit beaucoup de jeunes je sais qu'il faut mobiliser. reprendre peut-être les votes blancs, les abstentionnistes, et avoir bien sûr ce chiffre. Mais bon, après fondamentalement, ça change pas non plus quoi. C'est vrai qu'il y a une offre. C'est intéressant de voir comment réagissent en ce moment, au moins dans les enquêtes et dans les enquêtes qualitatives, c'est-à-dire directes, réalisées notamment par les confrères, les journalistes, comme la nouvelle génération de primo-votants, en quelque sorte, ceux dont ça va être la première fois parce qu'ils ont eu 18 ans récemment, veulent absolument aller voter. Ils veulent s'exprimer beaucoup. En tout cas, c'est ce que montrent les enquêtes. On verra si ça se réalise ou pas. Oui.
Merci beaucoup, Éric Revel, Thierry Guerrier et vous, 0826 300 300. Justement, au 0826 300 300, vous voulez poser des questions sur ces prix du carburant, ces prix de l'énergie d'une façon générale. On aura un grand spécialiste qui sera en studio avec nous, Cécile, jusqu'à 10h. Oui, c'est Loïc Le Floch-Préjean, l'ex-patron de Elf. Avec cette question, peut-on reprendre le contrôle de notre énergie, souveraineté énergétique? Et vous voulez poser des questions ou apporter, bien sûr, votre avis au débat. 0826 300 300. On en reparle dans quelques instants. À tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.